Micro, pas micro. Micro. Nous allons parler pendant une heure de marketing santé. Je vais vous parler de ça. Je suis enseignant dans cette UFR. Ma matière, c'est plutôt la recherche clinique. J'ai créé une société sur cette thématique-là qui s'appelle Loot SAS. Donc le marketing santé n'est pas ma spécialité, mais je suis un praticien pour avoir mis en œuvre un certain nombre de solutions de recherche clinique dans le domaine de la santé. Voilà, et je voulais remercier Pharmancy pour son invitation et Cyril Stutt en particulier, m'avoir convié à être avec vous ce soir, c'est toujours un plaisir. Et voilà, j'espère que vous allez prendre ce plaisir avec moi aussi en parlant de marketing santé, des notions générales bien sûr, mais surtout essayer de dessiner le paysage qui sera le vôtre dans quelques années dans le domaine du marketing santé et pas simplement le marketing des produits de santé. Donc bien sûr, je vais faire le distinguo entre ce qui est le marketing des produits de santé et le marketing de la santé, avec des parts de marché qui s'ouvrent et qui seront considérables et dans lesquelles, à mon avis, le pharmacien aura un rôle très important à jouer, ce qui va certainement aussi le faire sortir de son officine et même des laboratoires pharmaceutiques. On va voir comment ça fonctionne. Alors, lorsque vous entendez parler marketing, ou marketing à la papa, vous entendez parler de stratégie marketing, de cible marketing, c'est passé sur le cible marketing, de prise de part de marché, donc une terminologie assez guerrière finalement, qui correspond à mon sens à une notion du marketing qui est largement révolue. Et on va entrer dans un marketing beaucoup plus soft, beaucoup plus holiste, beaucoup plus efficace aussi, et efficient surtout, car vous le verrez au cours de cette présentation, le marketing des produits de santé coûte extrêmement cher. Alors, lorsqu'on parle de marketing, vous avez certainement à l'idée des exemples de réussite marketing dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Bien sûr, vous avez aussi à l'idée un certain nombre d'idées sur l'organisation des entreprises ou des organisations des laboratoires pharmaceutiques, qui sont des entreprises relativement conservatrices en termes de schéma organisationnel. Car si on repense à celles que je vous ai citées au début, Google, Amazon, Facebook, sont des entreprises type 2.0, qui ont fait complètement éclater la structure de l'entreprise, de ses départements, et dans laquelle ce qui compte finalement, c'est un système d'information centré sur un produit ou un service, qui est au centre ici. Voilà, c'est le petit bonhomme qui est au centre. Et donc finalement avec une plasticité très importante, une capacité à évoluer très rapidement autour d'un produit ou d'un service donné, dans un biotope qui lui correspond à des unités entrepreneuriales satellites, mais pilotées par un même système d'information. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre une structure classique et une structure type 2.0, dans laquelle évidemment les entreprises de la santé vont entrer et entrent déjà. Bien sûr, dans cette économie-là, des figures qui vous sont familières, des réussites extraordinaires. Une entreprise à l'écran qui n'a pas de clients, enfin dont les clients, en tout cas, ne payent pas l'usage, et dont vous faites partie, dont je fais partie. L'entreprise la plus valorisée du Nasdaq. Cherchez l'erreur. L'usager ne paye pas son service. J'aurais pu faire la même réflexion sur Google ou Amazon. Hein. Par Amazon encore, vous achetez des choses dessus. Mais Google, vous êtes usager de Google, vous ne payez pas le service. Où est la transaction? Où est l'échange? On va essayer de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ces entreprises sont aussi valorisées. Alors, on pourrait parler évidemment avec un peu d'émotion de Steve Jobs, qui lui a carrément inventé une religion marketing. Hein. C'est-à-dire que les adeptes de la pomme se reconnaissent. J'en vois une là-bas. J'en ai un dans la poche. Donc voilà, ça c'est carrément une stratégie marketing basée sur l'engagement. Je reviendrai sur ces notions plus tard. Alors, il faut définir les fondamentaux et les concepts du marketing. Et pour ça, je propose de voyager dans l'espace et dans le temps. Pour revenir sur les fondamentaux, alors s'il y a des arabophones dans la salle, ils pourront me dire si ma traduction est correcte, je ne suis pas certain. Mais en tout cas, vous avez là, sous de Marrakech, les fondamentaux du commerce. Et dans ces fondamentaux du commerce, il y a la relation.
comment je travaille la relation. Ce qui vous permet déjà de comprendre pourquoi Facebook peut être aussi valorisé sur Nasdaq. Parce que c'est une entreprise de la relation. Donc on commence déjà à y voir plus clair. Comment une entreprise dont les usagers ne payent pas le service peut être aussi valorisée? Pour des raisons fondamentales, ce qui est important dans le commerce, c'est la relation. Et c'est ce qui se passe dans le souk de Marrakech. Tout est centré sur la relation. La notion de produit, de service va venir en dernier. Le prix en tout dernier. Celui qui dit le prix le premier a perdu. C'est pour ça que les prix ne sont pas affichés. Bref, je continue. Ce concept a évolué au fil du temps, et en particulier depuis la révolution industrielle, pour en arriver à des logiques aujourd'hui sorties du rôle principal du producteur ou du vendeur jusqu'à la première moitié du XXe siècle, où le rôle principal des entreprises aujourd'hui dans le domaine du marketing est joué par le mercaticien, c'est-à-dire celui qui invente et qui pilote le marché, celui qui peut inventer un besoin nouveau, pas forcément celui qui va produire ou qui va vendre. Donc je passe rapidement là-dessus, mais en tout cas, ce qui compte dans ce schéma-là, c'est l'offre potentielle par rapport à une demande. Donc une offre potentielle qui est supérieure à la demande. On va aller chercher, on va inventer des besoins. Notre domaine santé, évidemment, est très prolixe dans la matière. C'est-à-dire qu'on peut inventer des maladies, on peut inventer des syndromes pour pouvoir vendre un certain nombre de choses. Alors, il faut aussi parler du produit. Le produit a un cycle de vie, vous savez ça, dans notre domaine. Évidemment, concevoir un produit, ça consiste à l'étudier cliniquement. L'homologuer, ça consiste à obtenir son autorisation de mise sur le marché. Puis, il faut le commercialiser, bien sûr, le produire. Et puis, aujourd'hui, on s'interroge même sur comment on va éliminer des produits pharmaceutiques, y compris dans les effluents, dans les égouts, etc. Vous savez, cette problématique avec les hormones qui peuvent se retrouver dans nos poissons. Donc aujourd'hui, on est complètement dans ce cycle-là, y compris avec le médicament. Dans son cycle de vie, par rapport au volume des ventes, on a une phase de croissance, d'introduction sur le marché, de croissance et de maturité. Mais si on regarde du côté de la rentabilité, notre produit technologique, le médicament, est en rentabilité négative pendant 10 ans. Donc pendant 10 ans, on va dépenser jusqu'à 800 millions d'euros pour développer un médicament, dont on n'est pas sûr d'ailleurs qu'il rencontre son marché. On aura travaillé en rentabilité négative. Et vous voyez que pour arriver à faire le point mort, il faut non pas se situer là, mais il faut se situer là pour retrouver la manière sous la courbe des ventes. Donc la notion de risque est très importante dans le domaine du marketing santé, de ce fait-là, du modèle de développement technologique de nos produits, ce qui est un risque. Autre chose, 20% du budget marketing alloué au produit est dépensé dans les 4 années qui précèdent son lancement, c'est-à-dire dans les 4 ans qui précèdent l'AMM. C'est-à-dire qu'une partie de l'argent du marketing est injectée dans le développement clinique de phase 3. On va organiser des symposiums avec des leaders d'opinion pour leur dire que le produit fonctionne bien, leur faire des points d'étape, les faire participer au développement clinique pour leur mettre le produit en main, ce qu'on appelle le pied dans la porte, pour pouvoir le lancer avec eux, qui vont devenir des relais d'opinion sur le marché. Donc 20% du budget marketing dans notre domaine, dépensé 4 ans avant la mise sur le marché. Ce qui est un pari aussi, parce qu'on n'est pas du tout sûr que le produit aura l'AMM à ce moment-là. Donc vous rajoutez ces dépenses aux 800 millions d'euros qui sont utilisés pour développer le médicament. Alors c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'en réalité, il y a des boucles d'itération entre... le cycle de vie d'un produit n'est pas tel que je l'ai montré. Il y a des relances. Quand on arrive à la phase de plateau, on relance un produit en changeant son packaging, en changeant sa formulation, sa galénique, etc. Donc on a des boucles d'itération entre la recherche et le développement et ce qui se passe sur le marché pour modifier, adapter le produit en permanence, pour essayer d'atténuer le déclin du produit, pour essayer de le relancer chaque fois qu'il arrive dans sa phase de plateau. Il faut parler des clients potentiels. Alors, vous connaissez cette pyramide basique, la pyramide de Maslow. On sait aujourd'hui que toute personne a tous les besoins de la pyramide. Il ne faut pas simplement procéder par hiérarchie successive. Tout le monde a les mêmes besoins, sauf que quand on a soif et qu'on a faim, évidemment, on est moins préoccupé par ce qui est au sommet de la pyramide. Vous voyez. Mais aujourd'hui,
et ça se voit très bien dans certains pays en développement, le véritable accès à la santé, au travail, au confort, correspond à l'accès à Internet ou à la téléphonie mobile. Dans les pays d'Asie du Sud-Est, que je connais un petit peu, si vous n'avez pas de téléphone portable, vous n'avez aucune chance de trouver du travail. Donc vous n'avez pas de chance de vous soigner non plus. Vous voyez ? Donc on arrive à une sorte d'inversion du paradigme où il y a un mur technologique par rapport à ça, et que finalement il est très important aujourd'hui d'être sur la toile pour pouvoir travailler et donc assumer ses besoins fondamentaux. Alors quand on parle de marketing, on parle loi du marché, alors loi de l'offre, loi de la demande, vous savez c'est un débat politique éternel, est-ce qu'il faut faire plutôt de l'offre, est-ce qu'il faut relancer par la demande? En réalité, les exemples que je vous ai cités plus haut montrent que ce qui est important, c'est la relation. Et la relation, c'est la surface d'échange entre une offre potentielle et une demande. Donc c'est ça qu'il faut travailler aujourd'hui, et c'est ce que font très bien les entreprises du net. Il faut aussi s'adapter à son marché. Donc on a défini le produit, on a défini les clients, leurs besoins. Il faut avoir une typologie de marché. Tous les marchés ne se ressemblent pas, et donc les produits ne se ressembleront pas non plus. Nos produits pharmaceutiques se situent sur la nouveauté, donc la notion de princesse, et sur la qualité, évidemment. La qualité, zéro défaut dans notre domaine. Et vous voyez que sur cette pente de la pyramide, la vente et le marketing sont prépondérants. Il faut faire savoir ce que l'on fait. Contrairement à une lessive, où c'est à peu près basique. Mais là, on est obligé de faire connaître la nouveauté et de la faire accepter sur le marché. Donc la vente et le marketing deviennent très importants. Alors, la position dans le marché va également être influencée par ces facteurs. Est-ce qu'on est plutôt techno? Est-ce qu'on est plutôt basé sur le service? On reviendra sur cette notion de servicisation, de servuction par rapport au client ou à un patient. Ou alors est-ce qu'on est axé sur les coûts? Et là vous avez l'exemple du générique qui est axé sur les coûts. Donc dans quel segment de marché je vais me situer? Ça influence aussi la politique marketing. Un marché très particulier, c'est le marché hospitalier. C'est un marché d'allotissement qui est réglementé, où il y a des appels d'offres publics. Donc là on a une démarche marketing qui est évidemment très différente du marketing classique, visite médicale, etc. Là on est plutôt dans le champ du lobbying, du jeu d'influence et finalement de la politique. Quel est ce bruit? Un peu comme les tontons flingueurs, vous savez. Alors le marché pharmaceutique global, vous voyez, est largement dominé par les États-Unis, bien que les parts de marché des États-Unis soient en légère diminution. L'Europe arrive en deuxième position et le Japon en troisième position. 5% reste du monde. Vous voyez donc que des parts de marché énormes sont à prendre dans le reste du monde, avec des émergents pharmaceutiques très importants au Brésil et en Inde, ainsi que dans leurs pays satellites. Les trois grandes régions qui sont citées là, États-Unis, Europe, Japon, sont les régions de la triade ICH qui ont conçu les standards pharmaceutiques que vous connaissez. Il n'est pas dit que ces standards n'évoluent pas avec l'entrée sur le marché de nouveaux émergents comme le Brésil ou l'Inde à suivre. Et ça modifierait les règles du marché. Évidemment, quand vous savez qu'une norme ou un standard, c'est une façon de contrôler le marché ou d'obtenir le monopole. 850 milliards de dollars environ, le budget pharmaceutique global. La France est deuxième en Europe. Vous voyez l'évolution. C'est un marché qui n'avait que 200 milliards de dollars en 1990. Donc vraiment toujours en augmentation, avec des parts de marché considérables à prendre dans la globalisation. Dans ce marché, il y a un sous-marché, c'est celui de la recherche clinique, qui est mon domaine, qui représente la recherche clinique sous-traitée, qui représente près de 30 milliards de dollars par an. Donc là aussi, il y a des choses à faire. C'est un business en soi, c'est une industrie en soi dans laquelle le marketing, effectivement, agit aussi. On vend de la prestation de services CRO, on vend de l'expertise clinique. Alors ensuite, il va falloir s'interroger sur ce qu'on vend, ce qu'on fabrique et comment on va aborder le marketing de nos produits qui sont très spécifiques. Il faut se demander, tiens, lui, est-ce que c'est un médicament? Ben, ça l'a été, ça l'est plus, il n'y a plus d'AMM. Est-ce que celui-ci est un médicament? Ben, non, il n'y a pas d'AMM, mais en même temps, c'est un produit extrêmement actif. Et il paraît que c'est un des modèles les plus intéressants sur la résolution de la dépression. Alors l'inconvénient, c'est que ça grille les neurones, donc ça ne sera jamais un médicament.
Plus largement, aujourd'hui, la notion de produit de santé s'élargit aux médicaments, aux dispositifs médicaux. Les lunettes sont devenues des dispositifs médicaux. Vous avez vu, on dit c'est un dispositif médical parce qu'il doit être marqué CE. Donc on a des parts de marché considérables qui s'ouvrent dans le domaine des produits de santé au sens le plus large. Et ça ouvre à des questionnements justement très importants sur ce qu'on entend par la santé. En d'autres termes, on parle de produits de santé jusque-là. Est-ce qu'on va être capable de produire de la santé? Parce que jusque-là, on avait des produits qui soignaient des maladies. Donc je suis malade, je vais chez le médecin, il me fait une ordonnance, je vais chez le pharmacien, il me donne des médicaments. Et je soigne ma maladie. On sait bien. Mais quand je suis en bonne santé, je fais quoi? J'achète quoi? Qui me vend quoi? Et c'est ce qui est en jeu aujourd'hui. Comment on produit de la santé? Comment on maintient une population en santé? C'est d'autant plus important à comprendre que ni la CPN ni les mutuelles ne pourront faire face à l'arrivée dans le troisième âge des baby-boomers qui vont devenir des pépi-boomers. Ce qui introduit à l'idée de la silver economy. Dans la silver economy, c'est l'économie qui tourne autour de la personne âgée, donc de ses besoins de logement, de santé, de divertissement, etc. Population dans laquelle, évidemment, le revenu moyen est assez important. Donc, comment on va maintenir une population en santé alors qu'on n'a plus les moyens de prester des soins? Voilà la problématique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, puisque les baby-boomers ont 65 ans. Donc, on est dans cette période-là. Ce n'est pas une fatalité, il faut simplement réinventer le modèle économique. Alors, il y a déjà eu des tentatives, vous savez, de maintenir les gens en santé au XIXe siècle, on parlait d'hygiénisme. C'était à l'issue des découvertes de Pasteur, on s'était rendu compte qu'il fallait maintenir les rues propres, les logements propres pour éviter que les gens tombent malades, alors qu'on ne savait pas tellement les soigner à ce moment-là, par exemple, de la tuberculose. Connaissez-vous le préfet Eugène Poubelle? Je suis sûr que vous ne le connaissez pas. Eh bien, Eugène Poubelle est l'inventeur de l'accessoire éponyme que vous avez certainement dans votre cuisine, qui était préfet de son État et qui a ordonné que tous les habitants de Paris achètent une poubelle. Ça a fait un scandale à l'époque. Ça a fait un scandale parce qu'on obligeait les gens à se munir d'une poubelle. C'était pour des raisons d'hygiène, pas si loin de nous, la grippe H1N1, et on impose à la population de se vacciner. Souvenez-vous, le tollé général. Donc aujourd'hui, on est dans un moment où faire de l'hygiénisme, ça heurte les consciences parce que ça heurte la perception d'une liberté individuelle. L'hygiénisme, c'est contraignant. Donc c'est pas très populaire. Ce qui fait que la vaccination, d'ailleurs, ne l'est pas non plus. On se vaccine essentiellement pour les autres. Et ça, aujourd'hui, c'est très mal accepté. Donc l'hygiénisme a ses limites. Et la santé, on ne sait pas comment la produire. Parce qu'on sait dire quand quelqu'un est malade, on a du mal à savoir quand quelqu'un est en santé. C'est très difficile à déterminer. Est-ce que je suis en santé? Je me sens dans un certain état de bien-être social, moral et physique. Je suis un petit peu enrhumé aujourd'hui. Mais est-ce que je suis en santé vraiment? J'en sais rien techniquement. Donc c'est un phénomène émergent. Donc produire de la santé, ça renvoie à des choses extrêmement complexes qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui et qu'il va falloir mesurer. Comment on va mesurer ça? En agrégeant beaucoup plus de données, d'informations qu'on ne le fait aujourd'hui. Et on va mettre au point des algorithmes qui vont permettre de comprendre ce qu'est la santé, ce qu'on appelle les grandes données ou big data. Donc c'est pour ça que Google aujourd'hui s'intéresse beaucoup au sujet, pour agréger un maximum d'informations sur le comportement des gens, leur alimentation, pour essayer à l'horizon 2030 d'en décrire des règles du bien vivant, qui seront vendues, pour le coup. Ce qui permet de vous dire que le contre-don de la gratuité de Google, c'est la perception de vos informations personnelles, et également pour Facebook. Vous avez un service, Facebook prend vos informations, et il en fera quelque chose d'extrêmement profitable. On appelle ça du minerai de données. Cet agrégat de données, aujourd'hui, on ne sait pas l'exploiter, mais on saura l'exploiter à l'horizon 2025. Et particulièrement dans le domaine de la santé. Alors, le contexte qui est le nôtre, avec donc, ces données très particulières du marketing santé, renvoie à l'espérance de vie et des soins de santé, la qualité de vie en bonne santé, et tout ce qu'on peut faire autour de ça.
La santé comme un bien commun, c'est-à-dire la mutualisation du coût de la santé. La santé comme un bien supérieur. Ben oui, quand j'ai pas la santé, je peux rien faire d'autre, donc c'est quelque chose qui est très important et qui le deviendra de plus en plus avec l'arrivée au grand âge des baby boomers. Et l'application nouvelle des technologies de l'information et de la communication en santé. Donc je passe rapidement là-dessus, vous connaissez par cœur. Le tout dans une exigence de sécurité accrue, dans laquelle également les grandes données vont nous permettre de mieux détecter des incidents de sécurité pour tenter un jour de rendre impossible l'accident Mediator. Mediator, c'est 1 cas sur 100 000. Donc très difficile à détecter en phase de développement clinique. En phase de développement clinique, je fais des essais sur une dizaine de milliers de patients, de sujets qui sont calibrés. Donc j'ai moins d'une chance sur deux de détecter un effet Mediator. Le produit arrive sur le marché, il touche la population générale, et à ce moment-là, l'accident se révèle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir continuer à analyser beaucoup plus de données quand le produit est sur le marché. On revient sur les technologies d'information et de la communication pour agréger de la donnée de santé. Donc vous connaissez le contexte de notre industrie, qui investit beaucoup en recherche et développement, avec des contraintes de brevetabilité et des coûts de développement aujourd'hui qui arrivent à des limites. Développer un médicament de la pharmacologie classique, ça coûte 800 millions d'euros. Si on monte sur des produits de biotechnologie, on peut aller à plus d'1 milliard d'euros ou même 2 milliards d'euros. Ce sont des coûts qui sont très difficiles à amortir aujourd'hui. Et vous voyez que la dépense concerne essentiellement les essais cliniques. La question qui va se poser pour réduire ces coûts, c'est comment on augmente la sécurité des produits de santé et des médicaments en particulier, tout en réduisant l'impact des essais, et éventuellement en améliorant l'évaluation par la méthode de la littérature ou par l'agrégation de données. Donc ça, c'est un enjeu majeur dans le domaine du marché de la santé pour réduire cette ère sous la courbe de la période de rentabilité négative. Un laboratoire pharmaceutique court un risque maximum dès lors qu'il entre dans la phase d'essai clinique et qu'il obtient l'enregistrement et qu'il a une fixation de prix et remboursement. Ici, il est dans la zone de risque financier maximal, et dans tout cet arc de cercle, ce risque dépend essentiellement d'acteurs extérieurs que sont les autorités de santé. Donc ça, c'est une donnée également à prendre en compte. Le coût de l'innovation est en croissance exponentielle. Vous voyez les chiffres, pardon. Le coût moyen du développement d'une molécule active a augmenté de 35% entre 1994 et 2004. Ici, vous avez 800 millions d'euros pour un produit de la pharmacologie classique, et à l'époque, on disait jusqu'à 1,2 milliard d'euros pour développer de la biotech. Un paradoxe dans le domaine du marché des médicaments, c'est que les ventes ont augmenté de 150% entre 1997 et 2007, alors que les New Medicine Entities, ici, ont baissé de 55%. Cherchez là. Et alors même que les dépenses de recherche et développement, ici en bleu, ont augmenté de 75%, et que le temps de développement a augmenté, lui, de 25%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on dépense beaucoup plus d'argent qu'avant pour inventer beaucoup moins de choses. Ça ne peut pas durer, et ça ne va pas durer. Dans l'industrie pharmaceutique, il y a eu